Salut tout le monde, voici la suite de ce top. Oui, 4 ans après, oui, je suis désolé. J'ai eu un ou deux empêchements, les empêchements les plus choupis de la Terre, mais des empêchements tout de même, qui m'ont empêché de faire cette vidéo jusqu'à présent. Le script était déjà écrit il y a 4 ans, donc j'ai choisi de ne pas le modifier parce que, suite aux discussions et aux débats Disney que j'ai eu, je me suis rendu compte que les méchants qui étaient sortis entre temps étaient plus des méchants oubliables qu'oubliés. Je rappelle que j'ai classé les méchants de ce top selon 3 critères. 1. Leur méchanceté, 2. Leur charisme de méchant, et 3. Leurs actions, selon mon ressenti. Ça peut vous donner l'impression d'assister plus à une liste qu'à un top. Prenez cette vidéo comme vous le sentez, moi l'essentiel c'est que vous y prenez du plaisir. Donc voyons sans plus attendre ce qui fait que les méchants de ce top sont plus top que tous les tops. Antidote, je fais le mal, oui le mal, pour améliorer mes notes, yeah. C'est vrai, je fais le mal pour les notes. Dites-leur, les filles. Pendant des siècles, nous avons vu nos semblables périr entre les griffes des lions. Mais oui, c'est moi. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Je suis ingénieur. On vous dit que je suis habitué. Améliorer mes Notes, pour améliorer mes notes, yeah. Numéro 10. Monsieur Moustache, Ichabod Crane et le Cavalier sans tête. Pour cette 10ème place, j'ai choisi d'en mettre 3 ex-aequo, chacun doté d'un type de méchanceté différente, mais issu du même ensemble de moyen-métrage, le crapaud et le maître d'école. Commençons avec Monsieur Moustache, le méchant du premier moyen-métrage, la mare grenouille. Apparaissant comme quelqu'un de sympathique bien que vaguement suspect, Moustache se révèle être un arnaqueur de première ayant trompé notre héros et portant un faux témoignage à son encontre. Regardez-moi ce sourire de délectation lorsqu'il balance son mensonge. Comme tous les bons méchants qui se respectent, il a de surcroît ses hommes de main, des fouines qui font vraisemblablement ici leur première apparition dans l'univers Disney, avant Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Le Prince et le Pauvre. Et c'est avec leur aide qu'il s'est approprié la demeure du héros, ne semblant montrer aucun remords et vouant Crapaud à une mort certaine en prison. Passons maintenant aux méchants du deuxième moyen-métrage, la légende de la vallée endormie. Vous vous demandez sans doute, si vous connaissez cette version, pourquoi est-ce que j'ai fait de Ichabod Crane un méchant ? Eh bien parce qu'en y repensant et en revisionnant la chose, on se rend compte à quel point il est tout sauf sincèrement gentil. Pour un regard d'enfant, la brute Bones sera le méchant, mais la narration indique clairement le contraire, faisant de lui quelqu'un d'inoffensif. Tout le contraire de Crane, qui profite joyeusement de sa position pour manipuler ses dames et enseigner aux enfants qu'ils peuvent faire le dawa en classe à condition d'avoir les bons parents. Même quand il drague la plus belle fille du village, ce n'est pas tant sa beauté qui l'intéresse, mais plus l'argent de son futur beau-père. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que dans les Disney, les grandes et jolies jeunes filles ont souvent des pères petits hérons ? La génétique, cette science si curieuse. Bon, enfin, j'ai dit que Bones n'avait pas de malice, mais en fait, il n'y a pas vraiment un personnage pour rattraper l'autre dans ce dessin animé. Quant au dernier méchant, il va sans dire que sa seule prestance le rend digne d'être à cette place. Pure méchanceté et folie meurtrière. Et ce rire, mes amis, ce rire. Imaginez le Joker sans tête. De quoi vous dresser des poils sur la poitrine si vous en avez. Numéro 9. Shan Yu de Mulan. Un général de guerre désirant envahir la Chine, ravageant des villages même s'il y a des petites filles dedans. En soi, rien de plus méchant que ce que l'on peut trouver dans la vraie vie, mais celui-ci a les yeux sombres, des sourcils foncés. S'il sonne chez vous, on peut immédiatement dire qu'il ne vient pas vous parler de la bonne nouvelle. Shan Yu sait diriger ses troupes, possède un aigle de combat, et n'aime pas se laisser fatiguer inutilement les ressources humaines. Certains disent qu'il est trop quelconque, pas assez mémorable ou drôle. Mais c'est un militaire accompli qui a vraisemblablement mérité sa place de chef, et qui est plus puissant que les hauts gradés de l'armée chinoise. Tiens, prends ça, beau gosse. Pour moi, il n'y a que sa mort qui gâche un brin le tableau. Dans l'enfer des méchants, on doit bien se moquer de lui. Au pire, il aura qu'à balancer sa louque en faisant un petit jeu de mots sur l'or, et ça passera crème. Numéro 8. Mère Gothel de Réponse. Encore un méchant ayant un contrôle quasiment absolu sur la vie du héros. Mère adoptive de Réponse, elle a enlevé pour profiter d'un pouvoir dont elle était autrefois la seule à pouvoir égoïstement jouir. Possédant la vie éternelle, grâce aux cheveux magiques de sa fille, elle ne lui laisse connaître le monde que par l'intermédiaire de livres et d'outils tels que la peinture. Une mère égoïste et possessive en somme. Mais lorsque l'aspect possessif de ses personnalités se développe au point d'embaucher des tueurs pour se débarrasser du potentiel petit ami et de pouvoir mentir à sa fille sur la réalité de la vie, on peut dire que les choses vont bien trop loin. Bon, je simplifie un peu les faits, mais quand on regarde avec recul le personnage, toutes les actions qui ont dirigé sa vie, on se dit qu'elle mérite sa place dans ce top. 2 points m'ont chagriné ou gêné néanmoins. Sa chanson, qui aurait pu être bien meilleure, et sa mort. Ne vous méprenez pas, elle est assez impressionnante. Mais le film avait poussé bien plus le concept de relation mère-fille que n'avait pu le faire par exemple le bossu de Notre-Dame avec Frollo. Et voilà, t'es morte, ok bisous bye, je me souviendrai vaguement de toi. Bon, en tout cas, Mère Gothel, tu resteras à jamais immortel dans mon cœur. Numéro 7.
Médusa de Bernard et Bianca. Prêteuse sur gage à New York, cette rousse aux yeux verts, un mélange rare chez Disney, est à ses heures pas si perdues une chasseuse de pierres précieuses. À la recherche du diamant le plus gros du monde, elle a enlevé une petite fille assez menue pour pouvoir entrer dans une grotte et en sortir. D'un style vaguement distingué et ayant un faible pour les sacs à main avant qu'ils ne le deviennent, elle sait se servir d'armes et est une pilote hors pair. Et un danger pour les autres, accessoirement. Dans ce cas, avec tout ce qu'elle a pour elle, pourquoi cette méchante ne s'est-elle pas fait plus connaître? Vous devez vous en douter si vous avez écouté ces descriptions, Madame Médusa est plus ou moins un clone de Cruella. Son allure, ses fixations, son goût pour les véhicules qui font du bruit. D'après le site Disney Wikia, Cruella était même prévue pour être la méchante du film, ce qui aurait été original. 2 séries différentes avec le même méchant. Original mais pas surprenant. Disney n'en était pas à son coup d'essai sur le sujet. Vous vous souvenez d'Alonzo Hawk, le méchant d'un Nouvel Amour de Coccinelle? Eh bien, le même méchant, joué par le même acteur, se trouvait dans Monte là-dessus, 1 et 2. Série de films que vous devez plus connaître sous le nom de son remake, Flubber. Donc ça veut dire que Flubber et la Coccinelle font partie du même univers. Bref, visiblement, quand l'idée d'utiliser Cruella a été évoquée, Médusa avait déjà été créée et avait su se différencier assez de son modèle. Contrairement à ce que l'on sait de Cruella, Médusa n'a pas de respect pour la vie humaine, n'hésitant pas à risquer la vie de son associé et de Penny, la fille qu'elle a enlevée. Mais le fait qu'elle soit arrivée après Cruella et que son associé soit bien moins mémorable et fun qu'un duo d'Horace et Jasper auront coûté à Madame Médusa sa place dans les tops principaux. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous vous souvenez au début du film avec SOS Société, si chaque pays européen a son propre représentant, l'Afrique de son côté n'en a qu'un. Bon, une souris n'est pas envoyée à la rescousse en fonction de son pays, mais tout de même, voilà quoi. Numéro 6. Docteur Facilier de La Princesse et la Grenouille. Un autre méchant dont on se souvient principalement pour une scène, en l'occurrence sa chanson qui fait facilement partie des tops des chansons des méchants Disney. Pourtant, Facilier est souvent écarté des autres tops de méchants. La faute à son origine sans doute trop récente bien que vieillissante, et sa présence effacée pendant la majorité des scènes du film, cachée par les trop nombreux personnages et les trop nombreuses chansons de cette œuvre. Pourtant, en soi, il a le look, et l'ambition, les capacités. Il n'hésite pas à passer des pactes avec des forces qui le dépassent, à mettre en jeu la vie de ses concitoyens de probablement toujours, et il n'a aucun respect pour les insectes. Monstre. Numéro 5. Stromboli, Grand Coquin, Gédéon, le cocher et Monstro de Pinocchio. À cette 5e place, je mets donc 5 méchants, tous issus du même film. Tous ont une ambition différente, une approche différente. Ils ne se rencontrent pour la majorité jamais, mais ils ont un point commun, ils sont tous mémorables. Entre eux, la même technique revient souvent. Promettre à Pinocchio monts et merveilles jusqu'à ce que le pantin de bois découvre l'envers du décor. Dans le fond, c'est un peu la leçon du « on n'a rien sans rien » poussé à l'extrême. Et on peut difficilement donner tort à leur agissement, puisque ça marche à chaque fois. Pensez-y bien, on ne voit pas Stromboli vivre la perte de Pinocchio. On peut imaginer qu'il sera triste, mais il n'est pas vraiment puni, son spectacle de marionnette n'a pas disparu. Grand Coquin et Gédéon peuvent continuer leur vie de parasites, ils sont payés et ils ne sont pas punis pour ce qu'ils ont fait. Et pire que tout, on voit même le cocher se réjouir en vainqueur. Pinocchio lui a échappé, mais il n'est pas au courant de son existence, et personne ne l'en informera jamais, et tous les enfants, même ceux qui ne sont pas totalement transformés, sont à son service et travailleront pour lui. Pinocchio en ce sens est le film Disney où les méchants peuvent savourer leur triomphe. Sauf peut-être Monstro. Personnellement, je me suis toujours dit qu'il mourrait écrasé contre le mur, mais bon, seule mon imagination me dicte cela. Et il y a d'autres baleines qui survivraient à ce choc. Les méchants de Pinocchio, les seuls qui peuvent encore sourire machiavéliquement après le générique de fin. Numéro 4. Le Seigneur des Ténèbres de Taram et le Chaudron Magique. Taram a été un échec commercial pour Disney. C'est une œuvre d'heroic fantasy arrivée à un moment où c'était globalement la mode. Guillaume et de Jeff. Mais pas assez sombre pour attirer un public d'adultes, ni assez joyeux pour attirer un public familial. Dans ce film, Taram essaye de retrouver un chaudron noir avant le Seigneur des Ténèbres. Le Seigneur des Ténèbres, déjà rien que le nom. Le Seigneur des Ténèbres. Un chaudron noir, donc, qui lui permettra de ressusciter sa défunte armée. Ouais, parce que vu sa tête, il a déjà passablement dépassé la date de péremption. Il possède déjà une armée, mais ça n'a pas l'air de l'émouvoir tant que ça. Je veux dire, là, les cadavres, ils se font ces mercenaires, non? Et ça n'a pas l'air de l'intéresser, mais un brin. Pourtant, des hommes en plus sont toujours utiles. On sent que c'est un méchant qui a été au sommet de sa gloire à une autre époque, mais qui a dû vivre reclus dans le château d'un autre pendant qu'il récupérait ses forces. Il a cet aspect typique de méchant de Conan qui aurait pu se faire le héros en un claquement de doigts à une autre époque. Remarque, il pourrait encore se les faire s'il n'avait pas la manie de les garder en vie pour qu'ils assistent à son triomphe. C'est son côté narcissique qu'il a probablement détruit à l'époque et qui le détruira à nouveau. Je vais faire un petit point parenthèse. On parle souvent de Mulan, de Réponse ou des Sœurs des Neiges lorsqu'il s'agit des tentatives de Disney de faire des princesses girl power. Mais je vous invite à vous pencher sur la princesse Héloïse, qui par certains côtés pourrait leur botter le derche. Parenthèse finie. Et maintenant que j'y pense, je sais à qui le Seigneur des Ténèbres me fait penser avec son mignon. À Cœur dur et à Bestiole. Pour ceux qui connaissent un peu les vieux Kalinours, c'est pas mal le même délire.
Et on arrive enfin au top 3. Il va sans dire que les méchants précédents ont beaucoup trop de défauts pour se retrouver dans les autres top Disney, mais je pense sincèrement que les 3 méchants qui suivent devraient s'y retrouver plus souvent. Numéro 3. Sa sucrerie des mondes de Ralph. Dans les Disney, rares sont les révélations qui ne sont pas dévoilées 40 minutes à l'avance par le spectateur qui a un brin de jugeote, surtout depuis que Disney a décidé d'arrêter avec les méchants très méchants. Petite parenthèse, je pense que c'est d'ailleurs pour cela qu'aucun des méchants de ces 10 dernières années, voire 15, n'ont été réellement marquants. Mais le secret de sa sucrerie est suffisamment bien géré pour que la révélation ait de l'impact. Ça et la mise en scène qui, il faut l'admettre, est assez épique. Mais bon, commençons par le commencement. Sa sucrerie débute comme étant un personnage jovial qui veut uniquement que son monde tourne comme il faut, et c'est encore mieux s'il tourne autour de lui. Mais on sent bien qu'il cache quelque chose, en particulier lors de la scène où on le voit toucher le cœur du jeu après avoir fait l'Atari Code sur une manette NES. Je me gag. Lors de la fin, après la révélation, il obtient le pouvoir de corrompre le jeu, et c'est là que sa partie sombre apparaît vraiment, où il est démontré que non seulement il va être acclamé et apprécié, mais si en plus ça s'accompagne du fait que les autres sont réduits à néant, c'est encore mieux. La vision typiquement américaine du jeu. Le gagnant l'est à partir du moment où les autres ont perdu, voire ont été écrasés. Pas avant. Il va même jusqu'à pousser le vice en obligeant quelqu'un à assister à la mort d'un être cher. Si ça, c'est pas du machiavélisme pur jus de bon gros méchant Disney. Numéro 2. Lyle Tiberius Rourke. Ouais, c'est son vrai nom en entier. Il y a donc un lien avec le Tiberium et tout est lié. Rourke est le lieutenant en chef d'une expédition ayant pour objectif de trouver l'Atlantide. Lors de son arrivée dans ce pays, il constate que l'île est habitée et le spectateur découvre alors son ambition secrète, trouver la source du pouvoir, ne pas la donner à celui qui a financé l'expédition et la vendre à l'aide de sa troupe de mercenaires. Préalablement dans le film, tous ont clairement établi vouloir l'argent et certains ont déclaré ce qu'ils voudraient en faire. Mais Rourke, lui... Je me répète, je sais que certains trouvent le fait que le méchant pourchasse l'argent n'est pas très intéressant. Mais ce film se passe plus ou moins dans le monde réel, à une époque où les dictateurs auraient été prêts à donner n'importe quoi pour avoir un objet d'une telle puissance. Pour ma part, l'ambition de Rourke est parfaitement légitime, et la détermination qu'il met à la remplir me suffit amplement pour lui donner la 2e place. Et je ne peux pas citer Rourke sans citer Helga, son âme damnée, fausse blonde fatale partageant sa vision du monde, et probablement autre chose, en tout cas avant que Rourke ne la trahisse. Il est d'ailleurs la preuve que ce ne sont pas seulement les dialogues qui font le caractère d'un personnage, car entre l'anglais et le français, il peut parfois exprimer totalement l'inverse sans pour autant perdre l'essence de son personnage. Je vous ai jamais aimé, Helga! Nothing personal. Rourke, en dehors de son ambition, possède de grandes capacités martiales, militaires et un grand sens de la rhétorique. Un mercenaire. Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme. Quand vous aurez fini votre éblouissant prêchi-prêcha, relisez Darwin, la sélection naturelle, et dites-vous qu'on accélère un peu le processus. Les plans ont changé, docteur. Pour les accès d'état d'âme, je vous conseille 2 aspirines, c'est très efficace. On peut plus compter sur personne. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, en anglais, il dit P.T. Barnum was right. Phineas T. Burnham était un forain doté d'un grand sens des affaires qui savait jouer sur la crédulité et le voyeurisme, et qui aurait peut-être déclaré « Il y a un crédule qui naît à chaque minute ». Pas grand monde n'aura compris ça pendant le film, moi y compris la première fois que je l'ai vu en VO, mais j'admets avoir réellement apprécié, et personnellement j'aimerais voir ça plus souvent. Méchant mésestimé issu d'un film mésestimé qui n'est pas une copie de Nadia, le secret de l'eau bleue, Rourke mérite sans conteste sa 2e place. Mention spéciale, Long John Silver. Lorsque j'ai écrit le script de ce top, j'ai hésité à y mettre Long John Silver. Il commence comme gentil, puis il devient méchant, puis de nouveau gentil, et on sent qu'il n'en a pas fini avec les embrouilles à la fin du film. Il possède dans son équipage de vraies graines de méchants, comme Monsieur Scoop, meurtrier à la mort ridicule, mais hormis sa classe réelle inhérente au personnage, je veux dire, même dans les adaptations pas chères, Silver est réussi. Ce personnage est pas assez méchant pour faire partie de ce top, mais je souhaitais quand même le mentionner, ce qui est chose faite. Idem pour Irma, qui est sans doute l'une des meilleures méchantes Disney pour moi, mais elle est de plus en plus citée dans les tops, donc tant pis. Passons sans plus attendre au premier. Numéro 1, Percival McLeish, de Bernard et Bianca au pays des kangourous. À chaque fois que je vois un top de méchants Disney, je me demande vraiment pourquoi ce méchant est toujours oublié. L'unique explication, selon moi, est qu'il vient d'un bon Disney mais que pas grand monde n'a vu. D'autres que moi se sont déjà penchés sur les raisons. Bernard et Bianca, pour celles et ceux qui l'ignorent, a eu une suite sortie en 1990 et se déroulant en Australie, terre des kangourous et de tout ce qui a voulu vous tuer un jour. Il raconte l'histoire d'un petit garçon, ami d'un grand aigle royal qu'un braconnier, McLeish, doublé par un André Valmy très en forme, essaye de capturer. Pour ce faire, McLeish enlève l'enfant, afin qu'il lui dévoile la cachette de l'aigle, et c'est à nos 2 amis souris de le délivrer. Ce film est assez spécial pour moi, car il est le premier que j'ai vu au cinéma, j'ai même encore un jouet McDo quelque part.
Vous voyez ces séquences dans les dessins animés qui vous marquent à vie. Vous savez, celles qui dénotent du reste. Vous savez très bien de quoi je parle. Le souvenir qui m'est resté de ce film pendant 20 ans, c'était cette scène. Qui me faisait me poser cette question. Pourquoi McLeish meurt-il à la fin? Après tout ce qu'il voulait était un aigle. Un revisionnage récent a suffi pour me répondre. C'est un sadique de première. Il se régale à faire souffrir les animaux, mais pas seulement. Il fait d'abord croire que l'enfant est mort, se riant du désarroi de la mère, puis il fait croire à l'enfant que l'aigle est mort pour le forcer à lui dévoiler sa cachette. Un plan intelligent, digne d'un type qui pourrait sincèrement se vanter d'avoir fait brevet des collèges +3. Et enfin, il s'apprête à laisser à une mort certaine un enfant en se réjouissant de le faire. Non mais sans blague, regardez-le. Pêche à la ligne, pêche à la mouche, mon gars. Pêche à la ligne, pêche au bazooka. Il en apprécie la moindre seconde. Pas étonnant que Bernard, l'un des héros les moins héroïques du monde, n'hésite pas à le condamner à une mort par sursis. Ajoutez à cela qu'il a un véhicule de la mort qui fait mal et qu'il est capable de résister à des crocodiles à main nue. D'ailleurs, les méchants de Bernard et Bianca ont l'air d'avoir un truc avec les crocodiles. Mélangez tout ça et vous avez un méchant capable d'atteindre sans souci la place numéro 1 de ce top et j'espère bien un jour de tous les autres tops des méchants Disney. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ces vidéos, merci d'avoir patienté pendant 4 ans. Je compte revenir sur certains points que j'ai envie de développer et n'hésitez pas à me relancer, surtout si vous voulez que je sorte ces vidéos. Voilà, en tout cas, merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et une excellente nuit parce que j'avais envie de le faire.